Voici mon deuxième film sur cette faune sauvage, ma grande passion. C'est beaucoup plus dur que de filmer les oiseaux. Mais quand on a de la chance d'en rencontrer, que de bonheur. Ici en Bretagne, j'ai beaucoup de mal, par exemple, à trouver des renards et des cerfs. Pour commencer ce film, je vais remercier Louis, Jean-Pierre, Jean-Louis, Christian, Daniel, Romain, Élodie et d'autres sur Internet pour les partages des vidéos, car sans eux ce film n'aurait pas existé. Alors, suivez-moi et chut, tenue de camouflage, pas de vent. Pour filmer cette faune sauvage, ce n'est pas facile, il faut connaître ses habitudes. Se placer par exemple dans une clairière, près d'un bois, le matin de très bonne heure ou le soir. Et ça ne marche pas à tous les coups. Des fois, on est obligé de déplacer le décor. Surtout, il faut éviter d'être nombreux. Je commence par les vidéos de Louis Verlaine de Belgique, un chasseur d'images bien sympathique, qui m'a confié une partie de cette nature si proche de chez lui. Pour info, sa maison n'est pas à vendre.
Nous allons parler du renard roux de Maître Goupil. Battue administrative, tir de nuit, piégeage, déterrage. Au total, entre 600 000 et 1 million de renards sont victimes de la chasse chaque année en France. Cette destruction organisée sans aucun quota s'apparente à un véritable massacre, aussi impitoyable qu'injustifié. Bien qu'il soit utile à l'agriculture, le renard ne cesse d'être persécuté sous couvert d'une prétendue régulation. Or, une quelconque limitation des effectifs implique tout d'abord la connaissance de l'état réel de la population vulpine, ce qui n'est pas le cas. Le renard a un rôle irremplaçable dans la chaîne alimentaire. Prédateur de rongeurs, il évite leur prolifération. Parfois charognard, il participe à l'élimination des animaux malades et des cadavres, évitant ainsi les épidémies. Il exerce une sélection naturelle, sans porter préjudice à son environnement. Son régime éclectique n'a pas d'incidence notable sur les aliments qu'il consomme, car il varie son menu, en bon opportuniste qu'il est. Voici ce que disent les défenseurs de sa cause. Pour le chasseur, le renard est un destructeur de gibier et de volailles, donc un ennemi que l'on cherche à anéantir par tous les moyens. Le renard a été considéré comme un animal nuisible, mais de nos jours, un autre problème est qu'il est porteur de la gale. Le renard est présent dans tous les départements où il colonise des milieux très divers, de la plaine à la forêt, en passant par la montagne, jusqu'à 2500 mètres en France, et les agglomérations. C'est une espèce nocturne qui a besoin d'un endroit tranquille pour se reposer. Les abris choisis sont très variés, fourrés, souches, tas de bois, ruines, ronciers et plus rarement terriers pour la mise bas. Le rut commence en janvier et se poursuit jusqu'au premier jour de mars. C'est surtout à cette époque que l'odeur musquée de l'animal est perceptible en forêt et au coin des haies, probablement là où il a uriné. Cette odeur provient de la sécrétion de glandes anales, mais surtout d'une zone glandulaire située à la base de la queue et bien délimitée dorsalement, à l'endroit où le poil prend souvent une teinte plus foncée. La gestation dure environ 8 semaines. La renarde, après avoir visité plusieurs terriers, en choisit un, qu'elle garnit des poils qu'elle arrache d'abord de sa poitrine, puis de la zone de ses mamelles.
Le nombre des renardeaux est généralement de 5 ou 6, mais il peut osciller entre 3 et 8. À leur naissance, les renardeaux sont de couleur gris souris et très passifs. Ils sont aveugles pendant une douzaine de jours et leurs oreilles sont tombantes. Leur mère reste couchée sur eux ou près d'eux durant les premiers jours. Puis, elle ne les visite qu'à intervalles réguliers pour leur donner à téter, se tenant le reste du temps dans un coin du terrier, dans un autre terrier ou même dans des buissons. Les dents des renardeaux font leur apparition au bout de 3 semaines. C'est le moment où le père commence à assurer le ravitaillement des renardeaux. Ils grandissent rapidement et manifestent bientôt le désir de connaître le monde extérieur. Ils sortent alors du terrier et c'est l'époque où, par les belles journées ensoleillées d'avril et de mai, on peut les voir jouer. Quelquefois aussi leur mère se mêle à eux. Si rien ne survient, les uns et les autres resteront groupés jusqu'au début de l'été, au lieu qui les a vus naître. Mais si la mère a l'impression que le terrier a été découvert ou se trouve menacé, elle emporte un par un les renardeaux par la peau du cou dans une retraite plus sûre. Le terrier du renard comporte 3 parties distinctes. La mère, qui constitue l'antichambre, la fosse, dans laquelle l'animal accumule ses provisions et qui présente au moins 2 issues, et enfin la culle, ou l'habitation proprement dite, qui n'a qu'une seule entrée. Pendant la plus grande partie de l'année, le renard se nourrit surtout de mulots, de campagnols, de souris, mais aussi de grenouilles, d'insectes, de bousiers principalement, d'écrevisses, d'escargots, voire de charognes. Il adjoint à ce menu des œufs, des oiseaux, des fruits, et lorsque l'occasion se présente, des pièces de gibier. À l'époque de la reproduction, il en va tout autrement. Obligé de nourrir sa famille, il s'empare de la volaille jusque dans les cours de ferme. Outre les lapins et les lièvres, il capture les faisans, les perdreaux et s'attaque même aux chevrillards, malgré les coups de pied que lui prodiguent les chevrettes et dont il est parfois victime. La solution pour réguler la population des renards serait donc de les laisser tranquilles, purement et simplement. Le renard n'est d'ailleurs plus considéré comme nuisible dans beaucoup d'esprits, puisqu'on a fini par intégrer qu'il a un rôle prépondérant dans la régulation de la population des petits rongeurs, et donc un rôle de protection des cultures attaquées par ces petits rongeurs, mais aussi dans la protection contre la maladie de Lyme, dont les petits rongeurs sont porteurs. Excite les croyances populaires du renard qui s'attaque aux jeunes des troupeaux, et pour ce qui est des poules, le carnivore s'y attaquera uniquement s'il peut s'y attaquer. Souvent les poules dévorées sont mal protégées. N'oublions pas que le renard peut creuser, une clôture ne suffit donc pas à l'arrêter. Le renard roux souffre encore aujourd'hui d'un laisser-aller total de la part de nos instances qui lui préfèrent le lobby des chasseurs. Comme dans de nombreuses situations, il apparaît qu'on est plus à même d'essayer de se débarrasser de ce qui nous dérange plutôt que d'essayer de vivre en harmonie avec. Un peu comme les loups, le renard souffre d'un réel acharnement injustifié qui trouve sa solution dans un effort réel de la part de ses détracteurs pour comprendre et finalement mettre en place des solutions qui permettront à tous de vivre ensemble.
encore des vidéos de Louis. Toujours de sa fenêtre, une magnifique hermine. C'est un petit animal carnivore. L'hermine rappelle un peu la belette car elle est également fine et leste, mais elle est plus grande. L'hermine mâle mesure entre 15 et 30 cm, auquel il faut ajouter la queue de 7 à 12 cm. Elle est courte sur pattes, avec un museau un peu pointu, des petites oreilles arrondies et 34 dents. En été, son pelage est brun-roux sur le dessus et blanc sur le dessous, avec une nette démarcation, et puis en hiver, son poil tend à devenir blanc, surtout dans les régions très froides, mais le bout de sa queue reste toujours bien noir. Le pelage d'hiver de l'hermine devient blanc en hiver à certaines conditions. Il faut que la température soit suffisamment froide, moins 1 degré au moins, lors de la mue. En outre, dans le Grand Nord, elles se confondent avec le sol enneigé et échappent plus facilement à leurs prédateurs, rapaces, buses, chouettes. L'hermine vit différemment en hiver où elle sort la nuit, de l'été où elle est active surtout le jour. Elle peut se dresser sur ses pattes arrière, notamment pour se mettre à l'affût. Elle grimpe très bien et nage également. En cas de menace, elle peut émettre un cri strident destiné à faire fuir l'ennemi. Pour dormir et garder sa chaleur, elle s'enroule sur elle-même en mettant sa tête dans sa queue. En théorie, l'hermine est plutôt solitaire et discrète. Elle peut vivre 10 ans au mieux, mais sa longévité est plutôt en moyenne de 1 à 2 ans. L'hermine se nourrit de petits rongeurs comme les campagnols, les rats, les souris, les mulots, mais elle est aussi friande des taupes, des musaraignes et même des petits lapins. Elle mangera également des reptiles, des insectes et parfois des oiseaux. Petit détour par l'Alsace avec Daniel Salzmann, avec quelques espèces de sa région. Pour commencer, des torcoles fourmiliers. La flèche bleue avec le martin pêcheur. La magnifique huppe fasciée, des renardeaux,
la mésange huppée qui ravitaille ses oisillons, un chamois que nous n'avons pas en Bretagne, cet oiseau commence à arriver chez nous. C'est le pic noir. Une martre des pins qui se déplace principalement la nuit. Et un magnifique oiseau et rare, le pic cendré, pas encore localisé en Bretagne. Une bande de gros becs casse-noyaux, un rongeur, et pour finir des biches. Merci encore Daniel pour ce partage. Caméra est installée, il ne reste plus qu'à attendre. La faune sauvage n'est pas toujours au rendez-vous. Il faut beaucoup de patience. Les chevreuils fascinent les hommes depuis la nuit des temps. On ne connaît toujours pas leur mode de vie, leurs habitudes, leurs comportements. Et beaucoup de gens appréhendent mal la place qu'ils tiennent dans le grand bal du vivant. Ce ne sont pas des animaux toujours faciles à observer. On peut parfois en repérer un ou plusieurs en lisière d'une forêt. Hélas, ce ne sont la plupart du temps que de furtives apparitions, des rencontres de hasard, de brefs instants à la fois merveilleux, mais terriblement frustrants. Pour tenter de mieux les connaître, mieux les comprendre, ou tout simplement pour les voir vivre et évoluer en toute liberté, il faut faire des concessions et s'armer de patience. En fait, il n'y a pas d'autre solution que de se fondre dans la nature, de se faire oublier, l'espace de quelques heures, de quelques jours, de quelques nuits. Assis au pied d'un arbre, aux confortables racines, debout, derrière un rocher, ou avalé par une haie, allongé dans les herbes au bord d'une prairie, bien camouflé dans des vêtements adéquats, auxquels on peut ajouter filets de camouflage, gants, chapeaux, branchages et feuillages. Il faut apprendre soi-même à devenir arbre, rocher, haie, herbe, prairie. Immobile, l'attente est souvent longue, et les fourmis dans les jambes souvent au rendez-vous. Mais quel bonheur, parfois, devant l'animal qui ne vous a pas deviné. Ce sont là moments magiques, instants de vie privée animale qui enchantent et apaisent comme un sublime morceau de musique. C'est la grande symphonie de la nature, la vie
dans toute sa vraie vérité, nue, sans fioriture, sans falbala. C'est aussi un peu comme une drogue, quelque chose dont on ne peut plus se passer sans être persuadé de manquer l'essentiel, d'être privé de dessert. Alors, on y retourne. Certain, à chaque affût, que cette fois-là sera la bonne, que l'on aura la chance de les voir et de les filmer. Pas loin de là, mon affût est installé. J'aime me confondre avec la nature et j'attends mon ami, le chevreuil. Il est déjà là. C'est une étape importante. Ne faites pas de sortie photo ou film à l'arrache. Mettez toutes les chances de votre côté. Beaucoup de facteurs sont à prendre en compte, comme la direction du vent, la météo, l'heure du lever du soleil et coucher, que je préfère, l'orientation de la lumière. Ne pas en tenir compte, c'est à coup sûr une sortie bredouille. Le chevreuil a un odorat 100 fois supérieur au nôtre. Nous sommes donc potentiellement repérables à 200 mètres. Comme je l'avais précisé dans d'autres films, le chevreuil a une relative mauvaise vue, mais distingue très bien les contrastes. Portez donc des vêtements qui se fondent le plus possible avec le paysage dans lequel vous allez évoluer. C'est un animal attachant, curieux. Oh, combien excitant à approcher, à observer et à voir vivre, tout simplement. Le chevreuil est le cervidé le plus courant en Europe occidentale. Chassé depuis des siècles, il a appris à craindre l'homme qui, avec l'éradication quasi totale de ses prédateurs naturels, lynx, loup, ours, est devenu son principal régulateur. Sujet apprécié du photographe animalier de par sa beauté, sa curiosité, ses mimiques, le chevreuil demeure un animal relativement simple à voir ou à percevoir. Mais le filmer est une autre histoire. Seuls les mâles portent des bois. Une astuce à connaître pour reconnaître une chevrette d'un brocard ou jeune mâle. Les femelles ont une tache blanche au derrière en forme de cœur, tandis que les mâles l'ont en forme d'ovale. C'est un animal discret, d'autant plus qu'il est essentiellement forestier. Grégaires, les chevreuils peuvent se rassembler en milieu ouvert en hiver, en groupe, pouvant parfois atteindre la vingtaine d'individus.
sédentaire en forêt, l'adulte évolue sur un territoire de 30 à 60 hectares en moyenne, plus pour les mâles, qu'il conserve durant toute sa vie. Le chevreuil est casanier. Il aime son territoire. De ce fait, il n'est pas rare de le revoir régulièrement, souvent dans les mêmes créneaux horaires, à ses endroits favoris. Ayant un système digestif de petite taille, il passe beaucoup de temps à se nourrir, entre 6 et 12 repas par jour, ce qui laisse l'occasion au photographe de le voir ou de l'apercevoir plus souvent. Je me tais, regarder et admirer la nature.
Retour à la fenêtre de Louis de Belgique, juste pour finir avec les chevreuils. Regardez des chevreuils, dit en velours. Magnifique. La nature est bien faite. Pour cette dernière partie, je vais vous parler un peu du plus grand mammifère de France, le cerf. Pour ma part, vu le nombre de cerfs en Bretagne, ce n'est pas facile. J'ai réussi un peu, mais trop tard, par manque de lumière. Regardez. Encore un autre partage. Jean-Pierre Bouillet qui m'a envoyé une vidéo extra. Malheureusement, je n'ai mis que le début. Deuxième quinzaine de septembre, l'époque des amours est arrivée. Les cerfs et les harpes, qui vivent habituellement dans les sous-bois, sortent en lisière au moment du rut pour rejoindre leur aire de brame. C'est à cette période que les cerfs font entendre leur cri, appelé le brame. La compétition est rude, pour rester ou devenir le cerf dominant et pouvoir s'accoupler avec les biches de la harpe.
Les mâles participant le plus activement à la reproduction ont 5 ou 6 ans au moins. Les rivaux sont en général de même corpulence. Si les avertissements, cris, postures ne dissuadent pas les adversaires, le combat s'engage. Et je vous laisse regarder la suite sur internet. YouTube, le brame du cerf. Encore merci à lui pour son aide. Et quand je vois cette qualité, j'ai encore du boulot. Et Christian Boone, qui a été en soirée au château de Chambord. Les cerfs atteignent leur taille adulte à l'âge de 7 à 8 ans pour les mâles et 4 à 5 ans pour les femelles. Chaque année, entre février et mai, le cerf perd ses bois. En février-mars pour les plus vieux et en avril-mai pour les jeunes. La repousse a lieu jusqu'à fin août et les bois atteignent leur plein développement avant la période du rut, en septembre. Seul le mâle porte des bois. Le nombre total de corps, pointes, andouillées, varie entre 10, 14, 16 et parfois plus. Ce nombre, sans rapport avec l'âge, reflète plutôt la qualité de l'habitat et dépend aussi de la qualité génétique de l'animal. Chez les cerfs de plus de 10 ans, le nombre de corps diminue. On dit qu'ils ravalent. Les bois mesurent environ 70 cm de long, au maximum 90 cm, et pèsent généralement 1 kg, au maximum 3 kg. Ils sont de forme variable selon l'âge et la santé de l'animal. Le cerf fréquente les forêts ayant une surface d'au moins 1000 à 2000 hectares, mais c'est un minimum. Il lui faut plutôt couramment 5000 hectares. En général, il se nourrit en lisière et dans les prairies et les champs. Il affectionne les massifs forestiers aux essences mélangées et aux biotopes variés. La présence de l'eau est primordiale, toute l'année, pour boire et se souiller. Sa zone de déplacement varie selon la saison et l'âge de l'animal, mais atteint une superficie de 500 à 1000 hectares pour le cerf et 300 à 500 hectares pour la biche. Il recherche sa nourriture essentiellement à l'aube et au crépuscule. Sa consommation quotidienne de végétaux atteint 10 à 15 kg. Elle est composée par beaucoup d'herbes diverses, auxquelles s'ajoutent des feuilles d'arbres et d'arbustes, des bruyères, des champignons, des écorces et des fruits, glands, marrons et châtaignes en automne et en hiver. La variété de son alimentation est fonction de la diversité du territoire occupé. La durée de vie maximum du cerf est de 25 ans. Peu dépassent 13 à 15 ans. La mortalité annuelle des adultes est d'environ 3%, augmentant rapidement après 9 ans. La mortalité des faons est de 10% durant les 3 premiers mois et reste forte jusqu'à 8-11 mois. La population est variable selon la richesse du milieu.
4 à 8 cerfs au 100 hectares, localement beaucoup plus. Les biches sont fidèles à leur lieu d'origine, alors que la plupart des jeunes mâles le quittent. Les animaux vivent en hardes de type matriarcal. Les jeunes mâles quittent le groupe vers l'âge de 2 ans, un peu plus tard dans le cas des jeunes femelles. Les femelles et les jeunes ayant moins de 3 ans forment des hardes menées par une biche âgée. Les vieux mâles sont solitaires. Les plus jeunes vivent en petits groupes. Pendant le rut, en septembre-octobre, les mâles se constituent un harem de biches et le défendent contre leurs rivaux. Le reste de l'année, mâles adultes et femelles vivent séparément. Le cerf est diurne et nocturne, mais surtout actif au crépuscule et à l'aube, souvent à cause de l'homme. Les mâles brament, rythme variable selon l'âge. Les biches et les juvéniles bêlent. Apeurées, les biches aboient un peu à la manière des chevreuils. Les poils de la croupe hérissée sont également un signal d'inquiétude, de tension ou de peur.